avec le docteur Ozil et notamment ce type de reconstruction. Et on les remercie également pour nous avoir gentiment prêté leur salle et invité dans leurs locaux. Nous souhaitions faire ce soir une réunion et une présentation assez interactive. L'idée, c'était vraiment d'essayer de répondre au maximum de questions sur les points qui ne sont pas fréquemment abordés en reconstruction mammaire, en consultation ou autre. Et donc, nous avons préparé quelques petits topos très très brefs qui vont simplement soulever les quelques points dont on avait discuté avec l'association RS-Dieppe, que l'on remercie également. Et il ne faudra pas hésiter, donc à la fin de chaque topo, à poser des questions. Et puis, bien évidemment, après, on partira sur vraiment pratiquement que ça pour essayer de ne rien oublier. Je présente le docteur Camille Ozil, que certaines connaissent. Moi, je suis Vincent Hitzinger et on va commencer avec la présentation sur la reconstruction mammaire immédiate pour introduire déjà cette réunion. Bonsoir. Donc moi, je vais commencer par traiter, on va dire, des questions un petit peu générales et ensuite, Vincent va traiter des points un petit peu plus techniques, un peu plus spécifiques sur les différentes techniques plutôt microchirurgicales. Donc la première question qui se pose souvent dans le cadre d'une reconstruction du sein, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas toujours faire la mastectomie et la reconstruction en même temps? Parce que dans l'idée, ça paraît être un cas idéal et logique. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc on va revenir un petit peu pourquoi. Alors, quand on fait la mastectomie et la reconstruction en même temps, ça s'appelle donc une reconstruction mammaire immédiate et globalement, ça permet d'apporter des meilleurs résultats parce qu'on va pouvoir garder l'enveloppe du sein puisqu'on va la remplir tout de suite par un type de reconstruction qu'on aura choisi. Mais globalement, quand on peut le faire, on a des meilleurs résultats. Donc là, c'est un exemple de reconstruction immédiate avec un Dieppe. Donc on va vider l'intérieur du sein de la glande qui est malade pour la remplacer par des tissus qui vont venir du ventre et tout en conservant l'enveloppe autour du sein. Là, vous avez un exemple de reconstruction immédiate par prothèse. Alors à droite, on n'a pas conservé l'aréole et le mamelon et on l'a reconstruite après, alors qu'à gauche, on est dans un cas de figure où on pouvait conserver l'aréole et le mamelon et donc on a juste remplacé l'intérieur du sein par un implant. Donc ça, vous avez différents exemples de reconstruction immédiate. Alors le problème, c'est qu'en gros, ces reconstructions immédiates ne sont possibles, en tout cas en France à l'heure actuelle, qu'environ dans 10% des cas. C'est-à-dire que dans 90% des cas, il faudra faire d'une part le traitement du cancer du sein et secondairement la reconstruction. Donc pour avoir les idées claires, alors bien sûr, il y a des cas de figure qui sont un petit peu spécifiques, mais dans les grandes lignes, les indications dans les cas de figure où on peut faire les deux en même temps, en gros, c'est des cancers qui sont peu agressifs, qui sont petits de taille, qui sont à distance de la peau et qui ne sont pas trop près de la peau parce que sinon il faut enlever la peau avec pour bien être sûr d'avoir tout enlevé. Et globalement, des cancers qui ne vont pas nécessiter de radiothérapie post-opératoire. Quand il n'y a pas de radiothérapie, on peut beaucoup plus facilement proposer une reconstruction immédiate. Voilà, les autres cas de figure qu'on avait un petit peu avant, c'est les mastectomies prophylactiques, c'est-à-dire pour des patientes mutées qui n'ont pas de cancer mais qui ont un haut risque d'en développer dans le cas où on va faire la reconstruction et la mastectomie avant le moindre cancer. Donc voilà, c'est moins de 10% des cas et donc ça c'était vraiment la première chose à bien fixer pour les grands cadres de la reconstruction. On commence avec quelques questions. Vous avez peut-être déjà quelques questions. Tout est clair là-dessus, c'est des choses que vous connaissiez déjà. Voilà. Bon, je continue sur ma lancée, puis si vous avez des questions qui reviennent après, j'y répondrai. Non, j'aurais plutôt mis... Voilà, les différentes étapes. Voilà, alors là encore, une des grandes questions qui sont vraiment la base de la reconstruction du sein, la plupart des patients pensent en arrivant que la reconstruction, c'est quelque chose qui va se faire en une seule fois. Voilà, il y a eu la mastectomie, il y a eu la reconstruction et effectivement, théoriquement, on pourrait envisager de faire tout en même temps. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte que les résultats, ils étaient moins bons. Pourquoi? Parce que les tissus, la reconstruction, c'est pas une sculpture dans du bois avec des tissus qui restent bien nets, bien fixés. La peau va se détendre, la graisse va fondre par endroits. Il y a une évolution dans les mois qui suivent chaque intervention. Et si on fait tout en même temps, on prend le risque que le résultat final soit moins bon. Alors que si on décompose les étapes, on attend que les tissus se positionnent bien avant de passer à l'étape suivante. Et globalement, c'est pénible pour les patients qui voudraient en finir avec cette reconstruction, mais pour le résultat final, c'est une très bonne chose. Donc, quelles sont les différentes étapes de la reconstruction?
pour avoir une forme et un volume les plus proches possibles. Et enfin, la dernière étape, de reconstruire l'aréole et le mamelon. En gros, chaque étape de la reconstruction est séparée en moyenne de 2 à 3 mois avec la précédente. Donc pour une reconstruction complète, en fonction du nombre d'étapes qui peut varier un petit peu, on est autour de 1 an en fait, de processus de reconstruction. Alors comment la première étape, donc apporter le volume, c'est là qu'il faut bien réfléchir au type de reconstruction parce que c'est là que tout va se jouer. Il y a plein de méthodes différentes pour recréer le volume du sein. En gros, il y a les reconstructions prothétiques qui vont utiliser une prothèse mammaire pour reconstruire l'essentiel du volume et les autres qui sont les reconstructions autologues, ça veut dire qu'on va utiliser les propres tissus de la patiente pour reconstruire le volume. Et là, dans les reconstructions autologues, il y a plein de variantes. Il y a la réinjection de graisse, le lipofilling, le grand dorsal autologue qu'on va gonfler progressivement avec la graisse de la patiente. Et enfin, les reconstructions mammaires microchirurgicales qui sont le DIEP, le PAP, sur lequel on va revenir un petit peu plus par la suite. Donc c'est vraiment la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de symétriser. C'est-à-dire que là, c'est une patiente qui a eu un premier temps de reconstruction par DIEP. On voit que le sein gauche, il est très gros, très volumineux, il retombe. Et donc la deuxième étape, ça va consister à le remonter, le réduire pour l'équilibrer avec le sein droit qui a démarré sa reconstruction. Et enfin, la dernière étape, et en gros ce qui est important, c'est de ne pas envisager la dernière étape avant qu'on soit satisfait du volume et de la forme. Parfois on a envie de finir vite la reconstruction, mais s'il y a encore des retouches, des choses qui ne sont pas encore parfaites, on ne pourra pas faire marche arrière. Une fois que l'aréole et le mamelon sont positionnés, on peut difficilement corriger ça. Donc c'est vraiment important d'attendre la fin de la reconstruction. Il y a plusieurs méthodes. Par chirurgie, on va prendre une petite greffe de peau au niveau du pli de laine. Par tatouage, il y a des tatoueurs spécialisés qui font un travail remarquable là-dessus. Et la combinaison des deux, qui probablement est ce qui apporte les meilleurs résultats, d'une part une greffe avec une reconstruction d'un volume du mamelon, et par-dessus un tatouage pour peaufiner, parfaire les résultats. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions sur ces... Là, c'est très, on va dire très sommaire, hein, mais sur les différentes étapes, la décomposition du processus de reconstruction. Oui. Le tatouage, c'est comme un tatouage Oui. classique. Alors, il y a différents tatouages. Il y a le tatouage médical qui va être fait par des médecins qui vont utiliser des pigments médicaux qui répondent à certaines normes, qui font, voilà, pour ceux qui font très bien ça c'est très joli. Simplement, les pigments médicaux ont une tendance à se délaver un petit peu avec le temps, mais ils répondent à une norme, on va dire, médicale, etc. Après, il y a des vrais tatoueurs qui sont tatoueurs et qui vont utiliser des pigments de tatouage avec une infinité de couleurs, avec des techniques peut-être un petit peu plus raffinées et qui font des très belles choses. Mais là, on sort, on va dire, du cadre médical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de feuille de soins, on est sur un acte voilà, complètement esthétique. Mais il y a des résultats qui sont très très beaux avec les tatouages, ça c'est sûr. Mais le tatouage médical, lui, pour le coup, est pris en charge. Voilà. Si c'est fait par un médecin, voilà. Ça peut être pris en charge. Alors un dernier petit topo qui est quand même une question essentielle. Et c'est important de ne pas se précipiter, c'est comment choisir sa reconstruction. Voilà, c'est important de prendre son temps parce qu'en fait, c'est la première étape qui va déterminer un petit peu le résultat final. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, il n'y a pas une meilleure technique de reconstruction. Sinon, on ferait tous la même et ce serait beaucoup plus simple pour les patientes et pour les chirurgiens. Mais il existe une infinité de différentes catégories de reconstruction et pour chaque patiente, il y a probablement une méthode qui va mieux lui correspondre par rapport à ses attentes, par rapport à beaucoup de paramètres. Donc c'est important de pouvoir proposer, que le chirurgien puisse proposer l'ensemble des techniques et faire le choix, et d'aider la patiente à faire le choix de sa technique qui sera la plus adaptée pour elle. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'il existe toujours plusieurs possibilités. C'est très rare de voir une patiente en consultation en vue d'une reconstruction et de dire, bon, bah, pour vous, c'est ça. Non, en vrai, généralement, il y a au moins 2, voire 3 ou 4 possibilités différentes. Donc, c'est quand même assez rare d'être obligé de choisir une technique. C'est rare, ça peut arriver, mais c'est rare. Donc, voilà, c'est important de rencontrer un chirurgien plasticien, de passer du temps
pour choisir, éventuellement d'en rencontrer plusieurs. Et il y aura autant d'avis différents que de chirurgiens, parce qu'on a tous nos petites techniques, nos façons, nos approches. Donc parfois, les patientes sont un peu perturbées parce qu'elles vont avoir 3 plasticiens qui ont dit 3 choses complètement différentes. Eh bien oui, c'est ça. Mais il n'y a pas une vérité. Il n'y en a pas un qui a raison et les autres qui ont tort. C'est probablement des manières différentes d'arriver à des résultats qui sont bons aussi. Mais c'est important de prendre le temps de faire un peu le tour de la question. Les réunions d'information, etc., c'est très important parce que ça permet d'ouvrir un peu les questions. Alors, comment les patients vont choisir? Qu'est-ce que nous, on va regarder? On va voir en fonction des antécédents. Est-ce qu'il y a des grosses maladies en parallèle? Est-ce qu'il y a eu de la radiothérapie? On va regarder bien évidemment en fonction de la morphologie de la patiente. Est-ce qu'elle est toute fine? Est-ce qu'elle a des bonnes réserves graisseuses au niveau du ventre, au niveau des cuisses, etc. Et puis, on va prendre en compte de son désir de résultat. Qu'est-ce qui est important pour elle? Que ça aille vite et que ce soit simple, que ce soit beau, que ce soit naturel. En fait, les demandes, elles sont très différentes en fonction des patients. Donc, c'est à nous de prendre ça en compte. Évidemment, on va s'assurer qu'il n'y a pas des contre-indications. En gros, la contre-indication numéro 1, c'est le tabac. Quel que soit le type de reconstruction, quelle soit l'étape de la reconstruction, de toute façon, fumer, ce ne sera jamais bon. Donc on peut avoir un petit peu des catastrophes avec le tabac. Donc rien ne presse. Donc il faut prendre le temps d'arrêter et faire la reconstruction au bon moment. Après, c'est les différentes cicatrices qui peuvent gêner. S'il y a déjà une plastie abdominale, typiquement, on ne pourra pas réaliser de DIEP. Et voilà, en gros, pour les grandes contre-indications qu'on va vérifier. Alors voilà, le but de ces consultations, de ces rencontres, de ces réunions, ça va être de comparer les avantages et les inconvénients de chaque technique et de pouvoir choisir la technique qui va le plus correspondre aux attentes de chaque patiente. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Non, tout est clair. Bon, je vais passer la main à Vincent qui va vous aborder des points, on va dire, un petit peu plus techniques et un petit peu plus précis. Merci. Alors, juste avant d'aborder les petits points un peu plus précis qu'on m'avait confiés, je reviens sur un petit paramètre et un élément très important que tu viens juste de dire, et c'est ce sur quoi moi j'insiste aussi le plus en consultation. La première chose, c'est que la patiente, bien évidemment, quand elle a eu la prise en charge de son cancer, elle n'a pas eu le choix, ni de la technique, ni de la méthode, et surtout, elle n'avait absolument pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que c'était souvent déjà un choc assez important, et deuxièmement, une notion d'urgence, il faut faire vite, il faut vite prendre les rendez-vous, il faut vite choisir son chirurgien, et en fait, en réalité, on rentre souvent dans un réseau, donc on choisit absolument rien, et donc c'est une démarche que nous, on voit très très souvent en consultation, et parfois, en fait, cette démarche se poursuit jusqu'à la reconstruction. Et c'est comme ça que nous, on voit de temps en temps des patientes qui sont très déçues parce qu'elles n'ont pas pris le temps de réfléchir. Elles étaient dans cette démarche, tout s'est fait comme ça. On leur a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Elles ont été jusqu'au bout. Et finalement, à la fin où on est absolument plus pressé, puisque la reconstruction, il y a des femmes qui choisissent de ne pas se faire reconstruire, d'autres qui choisissent différents modes de reconstruction, d'autres qui choisissent différents délais. Il y a des femmes parfois qui préfèrent attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, et c'est bien sûr leur droit le plus strict quand on a eu un certain nombre de choses qui sont passées, et voilà. Et simplement dire que c'est un moment où on a le choix et on a le temps. Et c'est 2 éléments qui sont très importants, et il faut prendre le temps de s'informer, de se renseigner, de comprendre les choses. Vous êtes en droit de poser beaucoup de questions et vous êtes en droit de tout comprendre. On n'est plus dans les temps moyenâgeux de la chirurgie où on arrivait, on voyait son chirurgien et c'était lui qui savait ce qui était bon pour vous. Un point, c'est tout. Alors pour le cancer, ça reste relativement vrai, bien sûr, puisque là, on est face à une maladie et le but, c'est de gagner contre cette maladie. Mais pour la reconstruction, on n'est plus face à une maladie. On est face à un problème de déficit de qualité de vie. Parce que quand on nous manque un sein, et ça on a fait des études vraiment qui l'ont bien démontré, on perd beaucoup en qualité de vie, et c'est des indicateurs et des échelles qui sont très précises, qui peuvent porter sur le problème psychologique, sur les problèmes relationnels, sur les problèmes familiaux, sentimentaux, enfin peu importe, et qui vont retentir de façon importante sur chaque personne qui va être confrontée à une amputation telle que celle-là. Et ce que nous, on va vous restituer, en tout cas essayer vraiment de vous restituer avec ce type de chirurgie, c'est une qualité de vie qu'on va essayer d'amener à un niveau équivalent à celle que vous aviez avant d'avoir été malade. Et que les choses aillent mieux au niveau physique, au niveau psychique, au niveau environnemental, au niveau familial, etc. Et donc,
tout ça, c'est simplement pour vous dire qu'on a le temps, on a le droit de s'informer, de choisir et de faire son choix en connaissance de cause. Et surtout, il faut réfléchir parce qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de choses qu'on pense au départ, notamment sur les reconstructions dites autologues. Tu as commencé à les évoquer, mais les reconstructions par lambeaux graisseux, Dieppe, Pape, les reconstructions par lipofilling, etc. C'est des reconstructions souvent qui vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes. À la limite, ça, je dis souvent, c'est plus le problème du chirurgien que du patient, puisque lui, par définition, il est en train de dormir pendant qu'on va faire un geste qui va être un peu plus complexe. Mais par contre, c'est parfois des choses des techniques qui, à long terme, vont donner une satisfaction tellement plus importante et une tranquillité, on va dire, d'esprit tellement plus importante qu'elles en valent vraiment le coup. Et que sinon, on s'investit beaucoup dedans, c'est qu'on voit aussi le retour des patientes et des études qu'on a pu mener qui sont extrêmement positifs. Donc voilà, c'était juste pour compléter ce que tu disais tout à l'heure. Donc maintenant, on va parler de quelques petits points très techniques et qui faisaient partie des questions apparemment fréquemment posées en dehors de la consultation, notamment les cicatrices du site donneur. C'est sûr que nous, en consultation, alors quand on dit site donneur, ça veut déjà dire qu'on parle de reconstruction autologue, de reconstruction avec ses propres tissus. Bien évidemment, quand on reconstruit avec une prothèse, on met la prothèse, donc il n'y a pas de site donneur. Le site donneur, c'est l'implant. D'accord ? Quand on va faire une reconstruction avec ses propres tissus, il y a un site donneur, puisqu'on va prendre le ventre, on va prendre la fesse, ou on va prendre la cuisse, ou on va prendre de la graisse partout pour reconstruire le sein. Donc ça veut dire que, par définition, on va opérer une région ou une zone qui avait absolument pas été malade et qui avait absolument pas demandé à être opérée. Donc c'est cet élément-là qu'il faut prendre en considération, parce que pour nous, c'est un site donneur, donc effectivement, ça va nous donner un matériel qui va nous permettre de faire une reconstruction. Mais pour les patientes qui sont opérées, c'est aussi un élément de leur morphologie et il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit inesthétique, ou en tout cas, il faut que ce soit le plus discret possible. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que ces cicatrices sont souvent au cœur de vos préoccupations. Et la première question, elle est toute bête, mais c'est pourquoi elles sont nécessaires. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on va prendre de la graisse par liposuction, là, on va pouvoir prendre de la graisse avec une toute petite cicatrice de 2 mm et on va juste aspirer la graisse. Et ça peut nous permettre de remplir un étui, donc de faire du lipofilling, mais ça ne nous permettra pas de remplacer de la peau, puisqu'on va juste apporter de la graisse, on va apporter du contenu et non pas du contenant. Dès qu'on veut apporter du contenant, c'est-à-dire l'étui, ce qu'on appelle l'étui cutané, donc ce qui va faire le sein, en dehors de ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, on va devoir forcément prendre de la peau. Et dès qu'on prend de la peau, on est obligé de faire ce qu'on appelle un fuseau ou un quartier d'orange. Et vous voyez là le dessin, c'est-à-dire que pour pouvoir fermer une zone, ça paraît logique, mais on est obligé de faire ce type de dessin, d'accord ? Pour que les deux zones soient auto-fermantes et pour qu'on puisse prélever cette partie de peau. Et donc forcément, quand on va coudre, on va être obligé de faire une cicatrice. Le gros intérêt de ces cicatrices et de ces lambeaux, c'est qu'on va venir remplacer la peau. Surtout chez les femmes qui ont eu de l'irradiation, donc qui ont eu la peau qui a été brûlée par les rayons. C'est très bien parce que ça empêche les récidives, ou en tout cas ça les limite, mais en tout cas, c'est vrai que ça va brûler la peau et ça donne une peau qui est pigmentée, qui est de mauvaise qualité, qui est fragile, qui fait mal, qui se rétracte. Et le gros avantage, c'est que là, quand on va apporter de la peau neuve qui vient d'ailleurs, tout d'un coup, et on va enlever une partie de la peau irradiée, tout d'un coup, tout l'environnement va devenir complètement souple et va devenir, alors pas complètement comme si ça n'avait pas été opéré, mais en tout cas n'aura plus rien à voir avec ce que c'était auparavant. La deuxième chose, c'est les cicatrices du site donneur. Donc effectivement, pour prélever, vous l'avez compris, on est obligé d'avoir fait une grande cicatrice. Et là, vous voyez la cicatrice de Dieppe, donc qui est au niveau abdominal inférieur. C'est des cicatrices, bien évidemment, un mois après l'intervention, qui sont visibles, qui peuvent même être encore beaucoup plus visibles que ça, puisque on va avoir de l'inflammation au niveau de la cicatrice. Une cicatrice, ça met à peu près 1 an à évoluer. Maintenant, on a des procédés avec l'utilisation d'un laser qui est proposé par Urgo, de réduire ce temps-là et d'avoir des cicatrices plus rapidement, plus jolies. Mais en tout cas, on est de toutes les façons confronté au problème d'évolution d'une cicatrice avec une inflammation initiale et avec donc une rougeur et une cicatrice très
très visible au début. On a une cicatrice au niveau de l'abdomen et également une cicatrice tout autour du nombril. Et les cicatrices au niveau du lambeau, on va se débrouiller pour en placer une dans le sillon quand on a suffisamment de peau, ce qui permet d'en cacher une à l'intérieur du sillon sous-mammaire. Simplement, ce qu'on va voir juste après, vas-y, voilà. Donc c'est là, on est à 1 an et demi ou 2 ans du lambeau. Maintenant, vous voyez la cicatrice qui est blanche. Donc en fait, une cicatrice, quand elle est fine, qu'elle est blanche et qu'elle est bien placée, parce qu'en plus, je lui fais baisser un petit peu ses sous-vêtements, en fait, elle va se fondre dans le décor et elle va se faire oublier. Alors, elle sera toujours là, une cicatrice, c'est à vie. Donc quand on pense qu'une cicatrice, on peut l'enlever, on peut la retirer, on a beau être on va dire avec des techniques très évoluées, une cicatrice, ça reste quelque chose qui reste à vie. Mais par contre, si on la fait la plus fine possible, la mieux positionnée possible, la plus cachée possible, eh bien on va pouvoir avoir une cicatrice qui se fond dans le paysage, que ce soit au niveau du nombril, du ventre, et vous voyez que celle du sein se fonde dans le paysage aussi. Bien évidemment, une fois qu'on a reconstruit l'aréole, le mamelon, qu'on a fait les finitions, le lipofilling autour, et qu'on a fait justement toutes les différentes étapes qui vous ont été présentées juste avant, eh bien on a un résultat qui se transforme. Et tout à l'heure, vous aviez vu un résultat, ça ressemblait pas à un sein, c'était un volume, on avait mis un bout de peau sur le thorax, et là tout d'un coup ça devient un sein. Donc voilà, je voulais juste vous montrer aussi qu'on en profite bien sûr pour rendre le ventre un petit peu plus plat, et donc que l'idée et l'idéal, c'est d'essayer au niveau du site donneur d'avoir un résultat, alors je dirais pas qu'il sera meilleur qu'avant, parce que de toute façon ça reste un site qu'on opère pour reconstruire, mais en tout cas qui soit le mieux réussi possible. Le PAP, c'est un petit peu le lambeau qu'on utilise de plus en plus ces derniers temps. Il ne remplace pas le DIEP, mais il vient plutôt en complément pour les femmes qui auraient une contre-indication au DIEP, qui auraient déjà une abdominoplastie, qui seraient trop minces pour pouvoir faire ce type de lambeau. Là, on va prendre le lambeau à la face postérieure de la cuisse. Donc là, pareil, je vous ai montré la cicatrice 6 semaines après l'intervention. Donc on voit la cicatrice, elle est très visible, elle est vraiment, bien évidemment, c'est difficile au début de se dire qu'on va garder ça, avec une asymétrie qui est assez marquée. Voilà. Et en réalité, voilà ce que ça va devenir. Et voilà, il y a surtout la face postérieure. On voit que la cicatrice, en fait, se fond dans le sillon sous-fessier. Et on voit même que la patiente, elle a un lifting de cuisse, puisque la cuisse, elle est beaucoup plus tendue. Et que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des patientes qui ont eu un PAP me demandent de, entre guillemets, symétriser l'autre côté, c'est-à-dire de faire un lifting de cuisse de l'autre côté. Alors ça, on ne le prévoit jamais d'emblée, parce que il y a des patientes que ça dérange absolument pas, et cette femme n'était pas du tout dérangée, et voilà. Mais une femme qui aurait un peu plus d'excès de cuisse et qui serait dérangée, et qui finalement, alors encore une fois, je dis pas, il y a des cicatrices qui sont persistantes, donc on va conserver une cicatrice de cette chirurgie, mais en tout cas, une femme qui trouverait que finalement sa cuisse de l'autre côté, elle la trouve moins bien et qu'elle trouve que la symétrie est trop marquée, on peut tout à fait la corriger dans un second temps. Alors, une question qui revient aussi assez souvent, c'est le nombril. Qu'est-ce qui se passe avec le nombril quand on fait un DIEP ? Est-ce qu'on en fait un nouveau ? Est-ce qu'on garde l'ancien, etc. Et c'est vrai que ça, vous avez du mal à vous le représenter, et c'est bien normal, puisqu'en fait, on va conserver le nombril et on va faire ce qu'on appelle une transposition du nombril. Exactement de la même manière que lorsqu'on fait une abdominoplastie ou un lifting du ventre, on va en fait faire une transposition de votre nombril à une nouvelle position, puisque on va retirer toute la peau que vous voyez. Donc il est bien évident que si jamais on laissait le nombril accroché et qu'on tirait tout en bas, le nombril il serait au niveau du pubis. Et ça, c'est pas possible. Donc, comment on va faire ? On va en réalité inciser bien sûr autour du lambeau, mais aussi inciser tout autour du nombril. Voyez ? Et le nombril, vous allez le voir dans le schéma juste après, en fait, il est pédiculé, c'est-à-dire qu'on a le canal ombilical qui est, lui, relié à la paroi. D'accord ? On voit bien les muscles, d'ailleurs, ça vous permet de comprendre où est-ce qu'on va aller chercher ces fameux vaisseaux. Le nombril, il reste attaché à la paroi par son canal ombilical. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'une fois qu'on aura rabaissé le tablier abdominal pour refermer le ventre, on va faire une nouvelle incision en regard de là où on veut que le nombril se trouve, et on va tout simplement ressortir le nombril par cette incision.
Et là, vous le voyez bien, en fait, au début, on va tirer dessus, donc il est toujours relié par son canal pour le ressortir au bon endroit. Et ensuite, on va faire une petite suture tout autour pour qu'il soit à nouveau accroché comme il doit l'être. Voilà, donc simplement, ça s'appelle une transposition de l'ombilique et c'est ce qu'on fait tout le temps pour toutes les chirurgies. On va enlever de la peau du pubis jusqu'à l'ombilique, donc que ce soit un DIEP ou que ce soit une chirurgie esthétique au niveau du ventre. Alors ensuite, un sujet également qui est important parce que je pense que ce sujet-là, pour le coup, c'est plus nous qui souhaitons l'aborder et bien sûr l'association RS-DIEP parce que on sait que même si ça reste extrêmement rare, c'est une situation qui va être très anxiogène et à juste titre puisque c'est toute situation imprévue est anxiogène et toute situation où on avait une opération et on va se faire à nouveau opérer dans l'urgence est encore plus anxiogène. Donc je pense que le fait de déjà savoir un petit peu comment ça se passe et pourquoi, si jamais ça arrive, ça peut-être que ça vous aidera à être moins stressé et à envisager les choses, même si c'est jamais plaisant de retourner au bloc et même si c'est jamais plaisant de se dire qu'il y a potentiellement un problème sur sa chirurgie, de les envisager d'une manière plus connue et moins sur les angoisses en fait de ce qu'on ne sait pas et de ce qu'on ignore. Alors quand est-ce qu'une reprise est nécessaire? Donc, une reprise, ce qu'on appelle une reprise, c'est réopérer une femme ou une patiente qu'on vient d'opérer il y a quelques jours ou quelques semaines. En pratique, 95% des reprises, pour ne pas dire 99% des reprises, ça va être pendant le temps de l'hospitalisation. D'accord? C'est-à-dire qu'on reste hospitalisé pour une chirurgie donc de reconstruction autologue comme un DIEP, un PAP ou un gracilis ou d'autres reconstructions autologues. On reste hospitalisé une petite semaine. Ça peut aller de 4-5 jours à 7-8 jours. Pendant cette petite semaine, on va surveiller un certain nombre de paramètres. Et si ces paramètres sont parfaits, tout va bien. Si jamais il y a un de ces paramètres qui pose problème, on va soit, si le problème est franc, indiquer une réopération tout de suite, soit si le problème ne l'est pas, se dire on va surveiller, on va regarder, et si jamais le problème s'aggrave, à ce moment-là, on va réopérer. Donc ça peut être un saignement, une infection, ça c'est toute chirurgie. Je veux dire, on se fait opérer, quoi qu'il arrive, on peut toujours avoir un saignement, une infection. Et il suffit qu'on ait ce qu'on appelle une collection, c'est-à-dire que le saignement forme un caillot, un gros caillot dans le ventre, par exemple, ou dans le sein, ou bien que l'infection forme un abcès, c'est-à-dire qu'on ait du pus. À ce moment-là, on doit réopérer pour drainer, évacuer cette collection. Alors bien sûr, on fait très attention parce qu'une collection dans le sein, elle peut compromettre la reconstruction, puisqu'elle peut éventuellement comprimer les vaisseaux. Donc, on va surveiller ces éléments. Les autres choses qu'on va surveiller, c'est bien évidemment ce qui pourra arriver au vaisseau qu'on a rebranché. Les reconstructions autologues, une grande partie sont des opérations de microchirurgie où on va prélever bien sûr de la peau et de la graisse avec des vaisseaux. Et ces vaisseaux, à savoir une artère, une veine, on va aller les rebrancher sous microscope. C'est la microchirurgie, c'est le temps microchirurgical au niveau des vaisseaux du thorax. Et ces vaisseaux-là, donc l'artère sert à apporter le sang dans le lambeau. Une fois que le sang a traversé tout le lambeau, il est entre guillemets sale, il va contenir des déchets, il est drainé par la veine qui, elle, repart dans le circuit veineux de l'organisme. Si jamais l'artère ou la veine se bouche, à ce moment-là, il faut réopérer et là, c'est une urgence. Pourquoi? Parce que si jamais l'artère se bouche, c'est une thrombose artérielle, on va plus avoir d'apport dans le lambeau. Et vous savez bien que des tissus qui ont plus d'apport de sang, ils vont assez rapidement nécroser, donc ils vont plus survivre. Ce n'est pas la patiente, c'est le lambeau dont je parle. Et c'est important de comprendre qu'à chaque fois, quand on parle d'échec ou de complications, on parle vraiment du lambeau. Donc la thrombose artérielle, comment elle se manifeste? Le lambeau, il devient tout blanc, puisqu'il n'a plus d'apport de sang. Au lieu d'être rose, il devient tout blanc. Ça paraît logique. Le Doppler, ça veut dire, pour celles qui ont déjà été hospitalisées avec un lambeau, on va surveiller, on va aller écouter l'artère, on entend psh, 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 très régulièrement. Ça peut disparaître, puisqu'on n'entend plus l'apport de sang artériel. Et nous, on fait en plus une surveillance avec une sonde de pression en oxygène, ça peut chuter. Et donc, à ce moment-là, il faut vite réopérer. La thrombose veineuse, c'est la veine qui va se boucher, et à ce moment-là, ça va se manifester très différemment, puisque le lambeau n'arrive plus à évacuer le sang qu'il a engorgé. Le lambeau va grossir, il va devenir bleu, voire bleu foncé, et donc, bien évidemment, le Doppler, lui, peut continuer, le battement peut continuer, puisque l'artère continue encore à arriver,
mais la sonde de température, elle aussi, va baisser. Et donc, lambeau blanc non vascularisé, ou bien s'il y a, que ce soit la thrombose veineuse ou la thrombose artérielle, il faut réopérer et éventuellement refaire les sutures et les anastomoses. Je vous montre simplement à quoi ça ressemble pour que là aussi vous ayez une compréhension. Les anastomoses, c'est tout simplement des sutures de vaisseau. On abouche un vaisseau donc en faisant des petits points de suture au microscope. Là, on voit le vaisseau avant qu'on remette en route la circulation sur le vaisseau. Et ensuite, une fois qu'on a terminé l'anastomose, on voit le vaisseau une fois qu'on a remis le sang en route. On peut réussir, ou bien parfois, il y a certaines reprises où on n'y arrive pas parce qu'il y a un problème dans le lambeau, parce qu'il y a un problème dans le vaisseau. Et donc, ça peut arriver que, malgré tout le mal qu'on se donne, on n'arrive pas à rattraper un lambeau. Alors, je vous parle de tout ce qui va mal. Maintenant, je vais quand même vous rassurer un tout petit peu. Le but de vous en parler, c'est que si un jour le patient qui vit une situation comme ça, c'est 100% pour lui, il ne va pas écouter les statistiques. Mais en tout cas, pour avoir quand même un ordre d'idée, en tout cas dans notre expérience avec le docteur Ozil, les reprises chirurgicales pour ce type de problème sont extrêmement rares. Et moins de 5%, on va dire, des cas, on va être amené à reprendre. Et les échecs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, malgré une reprise, à s'en sortir, c'est moins de 1% dans notre expérience. Donc ça reste extrêmement faible. Maintenant, le problème, il est toujours le même. Et quand on donne les statistiques, je le répète à chaque fois, si vous avez un problème, c'est 100% pour vous. Ce n'est pas 1% ou 0,5% ou 0,05%. Donc il faut savoir que ça peut arriver. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas si grave que ça, entre guillemets. Pourquoi? Alors là, je vous ai parlé justement de l'échec. Vas-y, tu peux avancer. L'échec, tout simplement, c'est la nécrose du lambeau. Donc, comme je vous ai expliqué, le lambeau ne survit pas. En fait, c'est un retour à zéro. Donc, on n'a pas un échec sur une maladie. C'est-à-dire que là, on aura perdu un peu de temps, un peu d'énergie. C'est sûr que c'est jamais très plaisant. Et surtout pour celle qui s'est faite opérer. Mais, entre guillemets, la majeure partie des reconstructions que nous on propose, c'est des reconstructions où on ne va pas vous amputer de muscles, où on ne va pas, entre guillemets, perdre d'autres possibilités de reconstruction, et on aura toujours, pratiquement toujours, un plan B, un plan C. On n'utilise vraiment la roue de secours que quand on a eu un échec d'une première, voire d'une deuxième méthode. Donc après, on ne refait pas forcément la chirurgie d'emblée, donc parfois on va laisser le temps à la patiente de récupérer, parfois, si elle le souhaite, on peut réopérer beaucoup plus rapidement. Mais dans tous les cas, on revient à la situation initiale, c'est-à-dire qu'on a une mastectomie et qu'on a d'autres possibilités que l'on peut envisager à nouveau. Voilà. Donc l'échec, c'est un retour à zéro, ce n'est pas un échec à vie. Et il faut surtout vraiment surmonter ces échecs parce que même si ça reste rare, quand on va proposer et faire une autre méthode de reconstruction, en fait, les patientes oublieront un petit peu leur échec et vraiment les autres solutions peuvent être d'autres lambeaux libres si on a envie de rester sur des solutions rapides avec des résultats rapidement bons. Par exemple, notamment le lambeau PAP aujourd'hui il est clairement utilisé beaucoup dans les cas d'échec, par exemple de Dieppe. Et nous on en fait régulièrement dès qu'il y a le moindre souci. On va proposer à la patiente de passer sur ce type de lambeau, mais si elle ne le souhaite pas, on peut passer sur d'autres lambeaux, comme le grand dorsal. Et c'est en ça que le grand dorsal, je reste toujours très gêné face aux situations où il va être utilisé en première intention. Pour nous, ça reste quand même toujours l'ultime roue de secours. On ampute un muscle du dos, on ne va pas apporter énormément de volume en une seule fois. Et donc, c'est vraiment le lambeau qu'on fait quand on veut vraiment que ça marche pratiquement à 100%. Ou bien qu'on veut quelque chose de facile, de rapide, et certainement pas ce qu'on va utiliser en première intention. Ça reste quand même très très rare. C'est dommage d'être freiné par rapport à ça, et surtout ne pas se résoudre à l'échec. Et voilà, je veux dire, si jamais il y a un souci, bien sûr, c'est pas forcément le bon moment au début pour discuter des autres solutions et pour envisager la suite, mais il faut toujours prendre le temps de se reposer, de se calmer, et puis ensuite envisager la suite si nécessaire. Voilà, donc merci en tout cas pour votre attention.
j'espère qu'on n'a pas été trop long et qu'on a su rester simple. Surtout, l'idée maintenant, c'est que vous enchaîniez avec toutes les questions que vous souhaitez sur ce qu'on a présenté ou autre chose. C'est absolument pas le problème. Alors, oui. 99% des soucis vont arriver au cours de la première semaine. Maintenant, les raretés qui ont pu être décrites, je dirais il y en a deux. La première, c'est la thrombose tardive. Je crois que la plus tardive qui ait pu être décrite, ça doit être peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas de chance, on va dire. Tout s'est très bien passé. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a un souci. Ça, vraiment, là, on n'est pas sur 1%. On est sur vraiment beaucoup, beaucoup moins. Je ne sais même pas s'il y a plusieurs cas qui ont pu être décrits comme ça. Donc, vraiment, il faut s'imaginer que, en général, quand on sort de l'hôpital, on est tranquille. Ou de la clinique, on est tranquille. Donc, ça, c'est la première chose. Je dirais c'est la thrombose tardive, mais c'est rarissime. Et la deuxième chose, et ça c'est important parce que ça fait partie des mesures de prévention qu'il faut connaître, la peau qui a été irradiée, qui a été ensuite reconstruite, c'est une peau qui est fragile. Que ce soit le lambeau ou que ce soit même les femmes qui auraient une reconstruction avec une prothèse et c'est leur peau, leur propre peau. Il y a eu des cas qui ont été décrits, et ça peut être plusieurs années après, de brûlures, tout simplement. Par exemple, je prends un exemple assez simple. Un exemple, donc, je pense que c'est de brûlure. Donc, il suffit qu'il y ait un vêtement synthétique, un soutien-gorge synthétique, un vêtement synthétique de couleur très foncée. La patiente ne fait pas attention, elle est au soleil exposée pendant très longtemps. Et en fait, on n'a pas la sensibilité qui est tout à fait pareille. Et il y a des cas, et c'est rarissime là aussi, mais il y a des cas parfois de brûlures, même parfois importantes. Donc vraiment, ça, il faut faire attention. Une peau, même si on fait des belles choses et même si on rattrape en grande partie, etc., l'aspect et au niveau du toucher et au niveau physique du sein, ça reste quand même un tissu qui est peu ou pas sensible et ça reste quand même un tissu qui est fragile. Donc, il faut vraiment éviter les expositions à la chaleur, au soleil, etc. et faire attention par rapport à ça. Ça reste très rare quand même. Oui. Une toute petite chose en fait sur l'inquiétude que peuvent avoir les patientes qu'à distance les tissus ne fonctionnent plus, que c'est ce cas d'échec. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, les premières semaines, effectivement, tous les tissus, tout le lambeau va vivre par une petite artère, une petite veine. Mais dès qu'on implante en fait ces tissus, ils vont se reconnecter. C'est ce qu'on appelle la néo-angiogénèse, c'est qu'en fait du coup les tissus ils vivent que par des tout petits vaisseaux, ils vont se reconnecter de partout. Et donc en fait quelques mois après, en général, on considère que c'est assez rapide, c'est-à-dire de l'ordre de 3-4 mois, en fait le lambeau s'autonomise. C'est-à-dire que si on voulait, on pourrait même couper les vaisseaux qu'on a mis tant de temps à reconnecter, et bien en fait les tissus seraient complètement intégrés, complètement reconnectés. Donc voilà, c'est-à-dire que passer ces premiers mois, voilà, les tissus ils sont complètement intégrés, on peut dormir sur le ventre, toutes ces choses qui sont complètement interdites au tout début parce que le moindre petit mouvement peut effectivement modifier la vascularisation. Il faut savoir qu'au bout de quelques mois, c'est complètement intégré. Et on pourrait même, je vous dis, se permettre de couper ces vaisseaux-là sans que ça change quoi que ce soit sur le nouveau sein. Voilà, c'était juste un petit complément de réponse. Oui. Alors, en pratique, dans l'absolu, ça devrait, bien sûr que ça doit être pris en charge. Maintenant, dans l'absolu, les prises en charge, c'est assez particulier, c'est des codifications et donc ça va être certains actes seulement qui sont pris en charge. Donc effectivement, un lifting de cuisse, si jamais on le fait en tant que tel, théoriquement, il n'est pas pris en charge. Après, moi, dans tous les cas où j'ai eu à le faire, bien évidemment, comme il y a plusieurs temps de reconstruction, c'est des choses qu'on va intégrer dans un des temps de la reconstruction qui est pris en charge. D'accord ? Donc, c'est absolument pas logique et ça fait pas partie des choses qu'on va faire ensuite sortir complètement du cas de la reconstruction pour une symétrisation. D'accord ? On va d'ailleurs souvent, en fait, céder de cette partie-là pour
faire un autre temps. Par exemple, dans les temps intermédiaires ou dans les temps de finalisation, on peut être amené à injecter de la graisse, donc à faire ce qu'on appelle du lipofilling. On en profite toujours à ce moment-là pour prendre la graisse là où elle est en excès, et notamment, par exemple, et ça on va le faire systématiquement suite à un PAP, on va avoir pris un peu de graisse et un peu de peau aussi, et donc on va avoir une cuisse qui est un petit peu plus fine que l'autre. Évidemment, la graisse, on va la prendre à l'endroit, donc sur l'autre cuisse, pour symétriser. D'accord ? Donc on va se servir de cette intervention où on injecte de la graisse pour prendre la graisse là où on a envie de la prendre et là où ça aide la patiente. Après, si jamais il faut enlever un peu de peau en plus, même si théoriquement, par les critères de la sécurité sociale, c'est pas pris en charge, on va l'intégrer à une des étapes de la reconstruction parce qu'il n'est pas question de dire ça c'est de la chirurgie esthétique, c'est plus du tout pris en charge. Enfin, pour nous, en tout cas dans notre activité à nous, après, chaque praticien fait comme il le souhaite. Oui, bien sûr. Alors, en fait, ça va dépendre quand même beaucoup de la morphologie de la patiente. C'est-à-dire quand on a un beau ventre qui est bien volumineux, qui retombe, qui gêne la patiente, on va quand même favoriser le DIEP qui est vraiment un candidat idéal. Et chez des patientes qui vont avoir un ventre qui est plutôt fin ou qui a déjà été opéré avec des cicatrices qui empêchent le DIEP, avec des cuisses, on va dire, plus généreuses, on va s'orienter plutôt vers le PAP. Après, il y a des patientes où on pourrait prélever l'un ou l'autre, où les deux sont possibles, ça arrive. Et du coup, ça va dépendre de la patiente et des cicatrices qu'elle est prête à accepter, en considérant peut-être que le PAP va laisser une cicatrice un peu plus discrète, ou que pour elle, en tout cas, ça, c'est quelque chose de plus discret. Donc ça, voilà, il y a des cas de figure où les deux sont possibles, et donc là, c'est vraiment la patiente qui va choisir l'un ou l'autre. Je voudrais juste rajouter une chose. Le PAP, c'est un excellent mode de reconstruction, et ça nous aide beaucoup aujourd'hui par rapport aux patientes justement chez qui le DIEP n'est pas possible ou n'est pas souhaité. Mais dans notre expérience, ça reste quand même un lambeau de seconde ligne. Pourquoi ? Parce que le DIEP présente des avantages qui sont nombreux, mais pour en citer quelques-uns, la quantité de peau qu'on va prélever est beaucoup plus importante. Donc on peut très facilement reconstruire des seins plus volumineux et en moins d'étapes chirurgicales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce lambeau DIEP, on va avoir besoin de moins de temps de reconstruction. Le lambeau PAP, souvent, il va nécessiter 1 ou 2 temps de lipofilling intermédiaire. Parce que ce n'est pas un très gros lambeau. Alors même si maintenant on a décrit des lambeaux un peu plus importants qui nous permettent de limiter ce phénomène, ça reste un petit lambeau, plus petit que le DIEP. Donc sur un sein volumineux, ça va être quand même une des limites. Et au niveau de la quantité de peau, je vous l'ai montré tout à l'heure, le fait de pouvoir placer la cicatrice inférieure dans le sillon, souvent on ne pourra pas le faire avec le PAP puisque la quantité de peau qu'on a n'est pas suffisante pour aller jusqu'au sillon. Donc on va devoir, entre guillemets, suspendre le lambeau, et la forme du sein à la fin sera tout à fait bonne et on arrive à avoir des très bons résultats esthétiques, mais avec parfois un peu plus ce patch au milieu du sein qui quand on peut faire un DIEP finalement, n'est pas toujours souhaité. Alors oui, il y a eu bien sûr des choses de faites, puisque la reconstruction, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Et surtout, la plus grosse question qu'on se posait, c'était par rapport au lipofilling. Le lipofilling, c'est une injection de graisse. Dans la graisse qu'on prélève et qu'on injecte, surtout comme on la centrifuge, on va avoir un certain nombre de facteurs de croissance, et on s'est longtemps posé la question, est-ce que ça ne va pas favoriser la récidive? Est-ce que ça ne va pas favoriser l'apparition d'un nouveau cancer? Et toutes les études ont été extrêmement claires, à tel point que le lipofilling, depuis maintenant, ça doit faire à peu près 2015. Oui, alors ça c'était l'extension à toutes les femmes, mais avant déjà on pouvait le faire déjà depuis longtemps. Maintenant on le fait en esthétique. Et bien évidemment, on commence toujours, l'esthétique est toujours la dernière étape d'une technique, puisqu'on veut toujours, comme les patients ne sont pas malades, avant d'avoir l'autorisation de faire une technique sur une femme qui n'a pas de maladie, quand ce n'est pas dans un cadre médical de reconstruction, on attend toujours d'avoir le plus grand recul. Et
en 2015, il y a eu un élargissement du lipofilling à toutes les femmes, alors qu'avant c'était limité avant 35 ans en esthétique. Et ça fait maintenant un peu moins de 10 ans que le lipofilling se fait en esthétique, et en reconstruction, ça doit faire au moins 20 ou 30 ans qu'on le fait. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que c'était vraiment une technique inoffensive. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un cancer en place quand on fait cette technique-là. C'est pour cette raison que une femme qui a eu une mastectomie, on peut lui faire du lipofilling sans aucun problème. En revanche, une femme qui a eu une tumorectomie, c'est-à-dire on n'a enlevé qu'une partie du sein, il faut toujours attendre un délai de 3 ans avant de lui proposer cette technique, parce qu'on ne voudrait pas être concomitant avec une récidive ou avec un problème de ce type. Alors les récidives sont toujours possibles, c'est-à-dire même si on a enlevé tout le sein, il peut toujours y avoir une récidive, et quand elle apparaît, ça va être en arrière du lambeau, c'est-à-dire sur la cage thoracique, ou bien sur la cicatrice, mais elle n'est pas favorisée par la reconstruction, heureusement, sinon je peux vous dire qu'on n'en ferait pas, ou qu'on choisirait d'autres modes de reconstruction. Oui. Alors, il peut y avoir des problèmes au niveau du ventre. Il se trouve que l'ancêtre du DIEP, c'était le lambeau qu'on appelait le tram, où en fait on prenait un des 2 muscles abdominaux qu'on faisait tourner pour emporter les tissus sans avoir besoin de couper les vaisseaux et de les rebrancher. Et dans l'ancêtre du DIEP, le gros problème, c'était les séquelles au niveau du ventre, parce qu'il y avait une perte de force, des risques d'éventration qui étaient très importants. Donc dans la technique du DIEP, l'idée c'est quand même de protéger au maximum la paroi abdominale et de conserver au maximum le muscle, les aponévroses. Donc en fait, on ouvre l'enveloppe du muscle, on suit à l'intérieur du muscle les vaisseaux jusqu'à leur origine et on referme tout ça à la fin. Donc il y a un taux de problème au niveau du ventre qui est bien plus faible qu'après tram. Malgré tout, il existe quand même dans quelques cas, alors au niveau de pourcentage, je dirais que c'est de l'ordre de quelques pourcents, quoi. Voilà, moins de 5% des cas, il peut y avoir des petits soucis et généralement, ça peut se réopérer. C'est-à-dire qu'on va profiter des temps suivants de la reconstruction, typiquement de la symétrisation. Si on se rend compte qu'il y a une suture qui n'a pas très bien tenu au niveau du ventre, qui est gênante, on fait un petit bilan, une échographie et on va profiter du deuxième temps de la reconstruction pour aller resolidifier la suture et remettre les choses en place. Alors en fait, c'est pas qu'on touche pas au muscle. C'est pour ça que j'ai remis ce schéma-là, c'est important de le comprendre. Ah d'accord, je suis navré. Alors je vais vous expliquer en même temps. Donc les muscles, il faut imaginer les muscles du ventre, ceux qui nous intéressent, comme 2 muscles plats qui sont verticaux et qui s'étendent du thorax au pubis globalement, de part et d'autre du nombril. D'accord ? Ce qu'on va faire pendant cette chirurgie, c'est que les muscles ils sont entourés par une gaine qu'on appelle une aponévrose. On va ouvrir cette gaine, on va aller chercher les vaisseaux à l'intérieur du muscle jusqu'au bout. On va couper les vaisseaux, ensuite on va enlever donc, la peau avec les vaisseaux, et ensuite on va refermer cette gaine. Ça veut dire qu'on a touché au muscle, puisqu'on a disséqué ces vaisseaux à l'intérieur du muscle, mais on n'a premièrement pas amputé de muscle, on l'a laissé intact, et deuxièmement, refermer la gaine anatomiquement, c'est-à-dire qu'on fait une suture avec des fils qui sont non résorbables pour être sûr de minimiser le risque d'éventration au plus bas qui soit. Et donc, on ouvre cette gaine, on la referme. C'est pour cette raison qu'il y a des risques qui ne sont pas nuls et qu'on peut, s'il y a une suture, comme l'expliquait le docteur Ozil, qui se réouvre un petit peu, qu'on peut faire ce qu'on appelle une éventration. Éventration, ça ne veut pas dire qu'il y a les viscères qui sortent, hein, ça veut juste dire que la suture qu'on a faite s'est réouverte, qu'il y a une zone de faiblesse au niveau de la paroi abdominale et qu'on va devoir la traiter soit avec une nouvelle suture, soit avec une plaque. Voilà. Donc ça, c'est le risque, mais ça veut aussi dire qu'on a conservé ce muscle et cette aponévrose qui, effectivement, auparavant, quand on faisait des lambeaux tram, donc on prélevait le muscle et l'aponévrose antérieure, et là on avait un risque d'éventration majeur avec des femmes, et malheureusement j'en suis quelques-unes qui ont un ventre qui est extrêmement abîmé, qu'on a du mal à rattraper, et on a beaucoup de mal à leur proposer des vraies solutions parce qu'elles ont la moitié de leur paroi abdominale qui a été très abîmée. Donc ça n'est pas du tout le cas avec le lambeau DIEP, et c'était d'ailleurs une des premières études qui avait été rapportée par le professeur Lantieri qui montrait que le DIEP était intéressant parce que
la première chose, c'était il réduit beaucoup le nombre d'éventrations, puisque on prélève pas ce muscle et cette aponévrose. Donc c'était la grande innovation de ce lambeau. Donc oui, c'est possible, mais ça reste très peu fréquent, très limité, avec des solutions pour réparer qui sont tout à fait acceptables. Oui. Quel type d'opération? Ça dépend. En fait, il faut faire des images. On fait toujours un angioscanner avant ce type de chirurgie. Nous, on attend de voir avant de dire que c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un premier avis défavorable sur un DIEP, et ça, c'est important aussi à préciser. Avant de dire c'est pas pour moi, attendez peut-être un autre avis. Parce que, en fait, si on regarde bien et si on a l'habitude de ce type de lambeau, il y a énormément de cas où on va dire c'est pas possible dans l'absolu, mais en fait, où c'est tout à fait possible, notamment une tumeur musculaire. On a bien vu, il y a deux muscles. Si elle a touché un muscle et pas l'autre, il n'y a aucune raison, on n'a aucun problème. On va pouvoir aller prélever les vaisseaux sur l'autre muscle et qui vont vasculariser tout aussi bien la peau. Donc, il faut examiner pour voir s'il n'y a pas de problème cicatriciel ou de problèmes liés avec la peau, et il faut voir l'angioscanner pour vérifier que les vaisseaux n'ont pas été abîmés pendant la chirurgie. Et voilà. Après, comme je vous le dis, c'est très important de vraiment, premièrement, faire des angioscanners dans des endroits où ils ont l'habitude de les faire, parce que si le temps d'injection n'est pas le bon, on ne va pas voir les vaisseaux. Si l'acquisition n'est pas assez précise, on ne va pas bien voir les vaisseaux. Donc parfois, on a des angioscanners où on ne voit rien, et en fait, ça a juste été fait dans un centre où ils ont fait ça comme s'ils cherchaient un problème dans le foie. Et deuxièmement, bien sûr, que ce soit analysé par quelqu'un qui a l'habitude de faire ces lambeaux, parce que malheureusement, les chirurgiens qui n'ont pas vraiment l'habitude, ils vont très vite récuser ce type de chirurgie, puisque si le cas est un tout petit peu différent de ce qu'ils ont pu voir auparavant, forcément, ils vont privilégier d'autres lambeaux, ou des lambeaux de grand dorsal ou d'autres lambeaux. On fait plus souvent des DIEP, et on fait également pas mal de PAP, tout en sachant que le PAP, c'est un lambeau récent qui a été décrit en 2012 aux États-Unis, et que nous, on a été les premiers à faire en 2014 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était à l'hôpital Pompidou. Et puis ensuite, on a décrit des variantes de ce lambeau qu'on a publiées, etc. Et donc, c'est un lambeau aujourd'hui qui est très bien connu, qu'on pratique, on va dire, tout aussi facilement que le DIEP. Simplement, comme je vous l'ai dit, les indications sont un peu moins étendues, donc forcément, on fait plus de DIEP que de PAP, mais quand on fait ce type de chirurgie régulièrement, finalement, ça ne change pas grand-chose. Oui, bien sûr. Double DIEP, c'est vraiment une chirurgie qui est très intéressante pour les femmes qui auraient soit deux cancers, et ça, c'est pas de chance, soit un cancer et une prédisposition qui nous contraint, même si c'est jamais une obligation absolue, à retirer l'autre sein. Et à ce moment-là, c'est une très bonne solution, parce qu'avec le ventre, on va le diviser en deux au milieu. On va prendre les vaisseaux d'un muscle d'un côté, les vaisseaux d'un autre muscle de l'autre côté, et en fait, chaque hémi-abdomen va servir à reconstruire un sein. Et voilà, c'est une intervention qui peut être relativement longue, mais quand on est deux opérateurs expérimentés, et c'est tout l'intérêt de c'est, je pense, un des seuls actes dans la nomenclature à être fait pour deux opérateurs. D'habitude, il y a un chirurgien, là il y en a deux. Et les deux, en tout cas nous dans notre expérience, on opère exactement de la même façon, le haut, le bas, et on a l'habitude d'opérer ensemble, et c'est comme ça que ça se fait pour aller vite. Et c'est comme ça que les DIEP qui mettaient 8-10 heures avant, aujourd'hui on met 4 heures, et que les doubles DIEP qui mettaient 15 heures avant, aujourd'hui on met 6-7 heures. Et c'est tout simplement par de la coordination, par un travail d'équipe, et c'est comme ça que les patients récupèrent vite, qu'ils ont moins mal, qu'il y a moins de complications, qu'il y a moins d'hémorragie, qu'il y a moins de thrombose, et que tout se passe beaucoup, beaucoup mieux. Oui, alors après les suites du DIEP, en gros, il y a deux choses importantes. Il y a une gaine abdominale apportée qui va permettre de maintenir la paroi, permettre d'éviter, de limiter, on va dire, les gonflements au niveau du ventre, et de soulager un petit peu la paroi, qui va
nécessiter un temps de récupération, on va dire entre 1 et 2 mois de récupération pour que la cicatrisation à l'intérieur du ventre de la paroi se fasse bien. Et la deuxième chose qui est importante également, c'est les bas de contention. C'est-à-dire que parmi les risques de ces interventions, qui sont plus longues que d'autres interventions, c'est le risque de faire des caillots au niveau des jambes, c'est la phlébite et l'embolie pulmonaire. Il y a un moyen simple de limiter ce risque, c'est de porter des bas de contention. Donc c'est des bas de contention qui se portent dès le début de l'intervention, pendant l'intervention, et qui vont se porter, je dirais, au moins une bonne quinzaine de jours après l'intervention. L'idéal étant de porter des bas de contention jusqu'à ce qu'on ait repris une mobilité et une activité identiques à avant l'intervention. Tant que les patientes sont encore un peu fatiguées, qu'elles sont au fauteuil, qu'elles sont au lit, etc., plus qu'avant l'intervention, ça veut probablement dire que les bas de contention sont utiles. Donc, en termes d'équipement et de vêtements particuliers après l'intervention, je dirais la gaine et les bas. Et je dirais plutôt dans les choses à ne pas porter, ça va être tout ce qui est soutien-gorge et vêtements serrés au niveau du sein pendant le premier mois. Alors éventuellement, au bout de 15 jours, on peut commencer des brassières très souples qui ne vont absolument pas appuyer sur les seins. Mais par contre, tout ce qui est vraiment serré, il faut vraiment attendre quelques semaines avant de pouvoir en reporter. 1 mois. Un mois à 6 semaines. Après, on adapte un petit peu en fonction du déroulement de l'intervention, en fonction du geste précis qui a été fait au niveau du ventre. Parfois, c'est 1 mois, parfois, c'est 6 semaines, mais c'est de cet ordre-là. Ça gêne pas du tout. C'est-à-dire que en fait, la cicatrice va se placer vraiment sous le sillon. Donc effectivement, et vêtements serrés au niveau du sein pendant le premier mois. Alors éventuellement, au 15 jours, on peut commencer des brassières très souples. Je me gêne. Mais par contre, tout ce qui est... Voilà, donc je suis interrompue par moi-même. Il y a des réactions, il y a des commentaires. Très bien. Oui, mais ça, c'est une chose, effectivement, qui revient beaucoup. Je voulais juste terminer pour la question du bas de contention et du PAP. C'est-à-dire qu'en gros, la cicatrice va vraiment se passer dans le sillon sous la fesse. Il suffit de prendre un bas de contention qui va s'arrêter juste un petit peu en dessous pour permettre le port d'un pansement sans gêner. Ou même si le bas de contention recouvre légèrement le pansement, ça ne pose pas de problème. Et du coup, dans le PAP, il n'y a pas besoin de gaine autre que des bas de contention, finalement. Non, rien. Le moins de choses possible. Justement, au niveau des pansements, on fait des pansements qui sont extrêmement légers pour éviter toute compression du sein, du lambeau. Donc, en gros, moins on met de choses sur... Voilà, mais là c'est tout l'inverse. Vraiment, on fait des pansements extrêmement légers pour pouvoir voir la couleur des tissus et pas mettre 3 épaisseurs de pansement et pas savoir comment vit le lambeau. Donc la première chose, c'est déjà de bien voir et de ne pas appuyer. Et ça, on va dire que c'est vraiment les premières semaines. En général, au bout de 15 jours, une petite brassière souple et large. Et puis au bout d'1 mois, on peut reprendre une lingerie plus classique, quoi. Un tout petit élément puisqu'on parle de ce qu'on met sur le lambeau après la chirurgie. Donc bien sûr, rien, c'est clair. Rien pour pas comprimer et rien pour voir ce qui se passe. Et nous maintenant, on responsabilise un petit peu les patientes puisque on a beau former toutes les équipes, on a beau être dans des centres ici on a pu former toutes les infirmières, etc. Il y a toujours un aléa qui existe. Et cet aléa, il peut être lié à des choses qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas soupçonner. Ça peut être une élève infirmière qui vient, personne ne sait même qu'elle est là. Elle se dit, tiens, je vais aller faire un pansement, je vais aller dans telle chambre. Et puis elle vient, elle fait un pansement. Donc la patiente, elle ne se doute pas que c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Et voilà. Et on va dire, normalement, ça ne devrait même pas arriver puisqu'elle devrait toujours être encadrée. Mais il y a toujours un aléa qu'on ne maîtrise pas à 100%. Et donc, nous, on dit toujours aux patientes, voilà, c'est votre lambeau, vous le voyez 24/24. Donc, on doit le voir. Et si jamais il y a un souci, vous le signalez. Alors, c'est pas la patiente qui se surveille, parce que ça, ce serait trop anxiogène. Mais c'est juste de dire, voilà, si on vient, qu'on veut vous mettre un pansement, on veut vous mettre une compression, un soutien-gorge ou quoi que ce soit, vous dites non,
voilà, où vous demandez à ce qu'on nous appelle parce que on a déjà vu de temps en temps des situations qu'on n'aurait pas attendues, heureusement qui n'ont pas eu de conséquences délétères, mais qui auraient pu en avoir, et alors que on fait tout pour que tout soit extrêmement bien organisé, et on fait en permanence des formations, et la direction de la clinique va octroyer une surveillance spécifique, et notamment ici on a la chance d'avoir une infirmière dédiée pendant les 48 premières heures à 100% à la patiente qui a eu son lambeau, etc. Donc on fait tout pour qu'il n'y ait aucun problème, mais la patiente aussi, si elle connaît les quelques règles à observer, eh ben on est sûr qu'il y a au moins le petit contrôle qui fait qu'elle ne se laissera pas faire si jamais il y a une situation inattendue, tout simplement. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, je pense, à demander et à être chiant, entre guillemets. C'est pas grave, hein, voilà, c'est pas grave d'être chiant, au moins on sait ce qui se passe, et on a tout intérêt à savoir ce qu'on nous fait, et sans forcément remettre en cause, sans forcément critiquer ou quoi que ce soit, mais juste savoir, et c'est votre droit le plus strict. Donc voilà, si jamais l'infirmière ou l'infirmier ne le dit pas, bah, lui demander, excusez-moi, mais vous pouvez juste me dire ce que vous allez faire. Voilà, et puis en général, ça se passe plutôt bien quand on demande ça gentiment. Après, c'est vrai que voilà, eux, ils font leur travail, ils savent ce qu'ils font, mais vous êtes aussi en droit de vérifier que ce qu'ils font sont en accord avec ce qui est logique. Et c'est comme ça qu'on évite parfois des erreurs, parce que les erreurs, elles peuvent toujours arriver, malheureusement. Oui. De risque vital. Alors, le risque vital, il existe toujours en chirurgie. Vous vous faites endormir pour des amygdales, pour n'importe quelle intervention, la plus bénigne soit-elle, il y a toujours un risque vital. Ne serait-ce que parce que l'anesthésiste va injecter des produits et qu'on peut faire une allergie, ne serait-ce que parce qu'on va être intubé et qu'il peut y avoir un problème, voilà. Enfin, je veux dire, le risque vital, il existe. Maintenant, il est là aussi, et vraiment tellement infime, hein. Aujourd'hui, l'anesthésie, c'est très bien maîtrisé, c'est très bien contrôlé, et voilà. Et les risques anesthésiques et chirurgicaux, on va dire le risque vital, il est pratiquement nul. Mais après, nul, ça n'existe pas. Pour ne pas avoir de risque, malheureusement, il ne faut pas faire de chirurgie. Donc dès qu'on fait une chirurgie, on a un risque. Après, l'important, c'est de mesurer ce risque, de le minimiser, et de prendre un risque logique. On ne va pas faire un lambeau Dieppe pour une augmentation mammaire. Voilà, parce qu'on a d'autres solutions beaucoup moins complexes à proposer. Donc, à partir du moment où on mesure le risque, on sait pourquoi on fait, on sait comment on fait, et ça se passe bien. Mais effectivement, il existe toujours un aléa qui est extrêmement, extrêmement faible. Alors, ce que je dirais au niveau du poids, parce qu'il y a beaucoup de patientes qui posent la question en disant « Ah bah, j'ai pas beaucoup de graisse, est-ce que ça vaut le coup si je prends quelques kilos avant l'intervention, etc. » Je pense que non. En fait, l'important, c'est que les patientes soient à leur poids de forme. C'est-à-dire que c'est la reconstruction qui va s'adapter à la patiente et pas la patiente qui va s'adapter au type de reconstruction. Donc, en gros, si les patientes disent « Bon, bah là, j'ai pris du poids pendant la maladie, etc. et de toute façon, je veux perdre ces 10 kilos parce que je veux plus », bah, ce qu'on va dire, c'est bah, perdez le poids que vous souhaitez perdre, et puis après, on va se revoir, on va voir un petit peu où vous en êtes et on adaptera la reconstruction. Mais prendre du poids avant, en vue de la reconstruction, de toute façon, bah, spontanément, les patients derrière vont reprendre leur poids de forme et vont remincir, et du coup, on va perdre un petit peu au niveau de la reconstruction. Donc, j'aurais tendance à dire que le meilleur poids avant de faire une reconstruction, c'est le poids de forme, c'est le poids souhaité, c'est le poids où les patientes sont bien. Et la stabilité, voilà, pour que ça bouge le moins possible. S'il y a des grandes variations de poids derrière, on va perdre un petit peu sur la qualité du résultat, la peau va se distendre, on va avoir un volume qui ne sera pas exactement ce qu'on souhaite. Donc l'idée, c'est un poids stable et un poids, voilà, le poids de forme, tout simplement. Peut-être, Christine, des questions parmi les questions que vous aviez collectées
qui n'ont pas été traitées ou qu'est-ce que... Ah oui, j'avais lu cette question. Alors effectivement, on a commencé à en discuter tout à l'heure et j'ai vu cette question. Alors aujourd'hui, les cicatrices, je vous l'ai expliqué, ça reste des cicatrices qui vont évoluer pendant un certain temps avant de devenir plus discrètes, avant de blanchir et avant de s'affiner. Donc ça, c'est le temps en fait de l'inflammation post-opératoire de la peau, puisque on a fait une incision, on a suturé les berges et donc il y a une réaction qui se forme à l'intérieur, qui est cette réaction tout simplement de cicatrisation pour que les tissus se réaccolent, qui va être au début relativement importante. C'est pour ça que la cicatrice souvent au début elle est rouge et elle est épaisse, et ensuite qui petit à petit va s'atténuer pour au bout de 1 an dans les meilleurs cas et 2-3 ans dans les cas les plus défavorables devenir plus fine et devenir plus discrète. Il existe une technologie relativement récente, qui a maintenant à peu près 3 ans, qui est, donc j'ai commencé à en parler tout à l'heure, qui est le laser UrgoTouch. Donc c'est le laboratoire Urgo qui l'a, c'est pas lui qui l'avait inventé, mais c'est lui en tout cas qui l'a développé et qui aujourd'hui le propose, qui est un procédé qu'on fait en fin d'intervention. Donc sur les cicatrices en fin d'intervention, on va appliquer le laser sur chaque centimètre de cicatrice, et ce laser, il va en fait chauffer la peau à une certaine température pour libérer à l'intérieur de la cicatrice des composés naturels qui font partie de notre corps, qui vont diminuer cette réaction cicatricielle et inflammatoire, ce qu'on appelle les protéines HSP du choc thermique. Donc le choc thermique délivré par le laser va faire cette libération. Et cette libération, et ça a été vraiment très très bien prouvé par la première étude qu'ils ont fait il y a 3 ans à Marseille au centre hospitalo-universitaire, c'est que en fait cette inflammation, elle va durer moins longtemps, elle va être moins importante, et à la fin, les cicatrices, ils ont mesuré qu'elles faisaient 1/3 de volume en moins au bout d'1 an. Et ils l'ont pas mesuré avec les yeux, bien évidemment, ils l'ont mesuré avec des appareils qu'on appelle quantificaires, où vraiment la cicatrice en 3D va être mesurée par un appareil qui a toujours des conditions extrêmement précises. Et comment ils ont fait cette comparaison? Ils ont traité des femmes qui étaient volontaires, bien évidemment, sur des réductions mammaires. Un sein était traité, l'autre non. Et la patiente ne savait pas lequel était traité, le chirurgien non plus. Donc c'est un vrai double aveugle. Et ils ont mesuré et quantifié et comparé la cicatrice d'un côté contre l'autre côté, à des points, je vous passe les détails, mais qui étaient les mêmes, donc vraiment pour que ce soit très très comparatif. Donc ils ont vu ces résultats. Bien sûr, ces résultats, s'ils étaient que visibles sur un ordinateur et avec un appareil photo, ils ne seraient pas forcément intéressants. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils demandaient aux patientes quel sein vous préférez. Et que pratiquement toutes les patientes préféraient le sein qui avait été traité par laser sans savoir lequel c'était. Donc, c'est un laser qu'on appelle d'optimisation cicatricielle qui va tout simplement optimiser la cicatrice. Ça ne veut pas dire qu'elle va être parfaite, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, ça veut dire qu'elle sera au moins 1/3 mieux que ce qu'elle aurait été sans laser. Et souvent, elle va évoluer différemment, elle va évoluer plus vite. Je parlais encore tout à l'heure, j'opérais ici avec un des chirurgiens qui vient juste de commencer à utiliser ce laser et qui me dit c'est fou, j'ai vu ces cicatrices-là au bout de 2-3 mois, je ne les reconnais pas. Ce n'est pas des cicatrices que j'ai l'habitude de voir. C'est vrai que c'est le premier effet que ça nous fait, nous, en tant que chirurgiens, c'est que ces cicatrices, on a l'habitude de les voir au bout de 8-10 mois. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça au bout de 3-4 mois. Donc, c'est une amélioration, ce n'est pas non plus voilà, quelque chose qui fait disparaître la cicatrice. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a absolument, pour le coup, aucune prise en charge pour ce type de technique. Il faut savoir que, comme toute nouvelle technologie, ça a un coût, et ça a un coût qui est relativement important parce que ça va dépendre du nombre de centimètres de cicatrices que l'on va traiter, tout simplement parce qu'il y a non seulement le laser qu'il faut louer, mais aussi des bandelettes de sécurité qu'il faut qu'on applique avant de traiter la cicatrice, avec des puces électroniques qui vont permettre d'être sûr que le laser il a bien traité chaque centimètre de cicatrice, qui ne traite pas trop pour ne pas brûler et qui ne traite pas de façon insuffisante pour que la cicatrice soit quand même bien traitée. Et ces bandelettes-là, eh ben, en fait, elles se vendent par centimètre et ça coûte cher. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est une technologie qui est possible, qui existe, qui améliore les choses, que nous, dans notre activité libérale en reconstruction mammaire, on utilise. Maintenant, on l'utilise même sur le ventre et aussi sur le sein.
Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie, donc on ne peut pas faire en hôpital public, en tout cas sans des fonds extérieurs, puisque tout simplement, voilà, pour chaque patient, c'est un coût important. Voilà. Absolument pas. Il faut savoir que tout ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale n'est jamais pris en charge par aucune mutuelle. Ça, c'est une vérité absolue en chirurgie esthétique. Les mutuelles, bon, déjà que les remboursements ne sont pas forcément exceptionnels, hein, depuis toutes les lois qui ont été passées récemment, qui ont toujours bien sûr pour but de faciliter l'accès aux soins aux patients, mais en fait qui tout simplement ont surtout pour but de diminuer les remboursements. On se rend compte que les mutuelles remboursent déjà pas très bien à la base, mais surtout dès qu'il y a un acte qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, à ce moment-là, la mutuelle ne le rembourse plus du tout. Elle veut une prise en charge au moins d'1 € par l'assurance maladie pour pouvoir rentrer en ligne de compte. Et ces techniques-là ne sont absolument pas prises en charge par l'assurance maladie aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans, ça le sera. Il faut quand même savoir que le DIEP, avant d'avoir une codification qui nous permette de le faire sans être hors la loi, il a fallu attendre à peu près 20 ans. Entre le moment où on a commencé à en faire en France et le moment où la Sécu a dit « Tiens, on va faire un code pour le DIEP », puisque finalement, c'est quand même une bonne technique de reconstruction. Ce code est apparu il y a quelques années, il y a 3 ans ou 4 ans. Voilà. 2014, voilà. Alors que le DIEP, ça fait depuis longtemps qu'il est pratiqué. Voilà. Donc malheureusement, il y a toujours un retard important à l'allumage. Et puis surtout quand ça coûte de l'argent, parce que bien sûr, quand ils ont des choix à faire, ils vont plutôt mettre l'argent dans les chimiothérapies que dans le laser cicatriciel. Ce qu'on peut comprendre aisément aussi. Alors, effectivement, il peut y avoir des adhérences après reconstruction, puisqu'à partir du moment où il y a une cicatrisation, il peut y avoir des accroches un petit peu en profondeur. Donc, c'est toujours bien d'avoir un suivi par un kiné qui est formé pour ça, pour essayer de les prévenir ou de les limiter dès le début. Après, le risque d'adhérence, il est beaucoup plus faible, parce que justement, on va interposer des tissus, de la graisse, ce qu'il n'y a pas dans la mastectomie, où justement, la peau va se retrouver directement au contact du muscle. Donc, on a des risques d'adhérence beaucoup plus importants, qui sont favorisés derrière quand il y a la radiothérapie qui vient se mettre par-dessus et qui va grandement augmenter le risque d'adhérence. Donc après reconstruction, oui, il peut y avoir des adhérences. L'idéal étant de les prendre en charge rapidement, parce que c'est beaucoup plus facile pour un kiné de venir assouplir des adhérences au début, alors que quand il vient 2 ans après, ça va être un petit peu plus difficile. Et puis après, quand il y a des petites adhérences, comme il y a des temps suivants de reconstruction, on va en profiter pour aller réinjecter, quand on fait par exemple des réinjections de graisse, des lipofilling pour parfaire le résultat, on va en profiter pour libérer des adhérences s'il y en a, ou pour aller combler des petites zones avec de la graisse lors des temps suivants. Au maximum, si la laxité de la peau le permet. C'est-à-dire qu'en gros, on essaye toujours de mettre la cicatrice le plus bas possible, parce que c'est là qu'elle est le plus discrète. Et en fonction de la laxité, de l'excès de peau qu'il peut y avoir au niveau du ventre, parfois on va réussir à se placer au même endroit que la césarienne, donc là c'est l'idéal. Parfois, la laxité ne le permet pas et on peut être légèrement au-dessus. Et on doit bien évidemment aussi s'adapter par rapport à la position des vaisseaux, puisque l'angioscanner qu'on va faire avant nous permet de voir où sont les vaisseaux et de quel calibre et de quelle qualité ils sont. Et donc on choisit toujours le vaisseau qui nous paraît le plus robuste, qui va le mieux vasculariser. Si ce vaisseau-là, il est relativement bas, c'est parfait. Si ce vaisseau-là, il est un petit peu haut, on est obligé parfois de décaler notre prélèvement, parce qu'on fait quand même avant tout une transplantation qui doit fonctionner. Donc c'est vrai que la cicatrice, elle doit être la plus esthétique possible, mais si on vous fait une très belle cicatrice avec un lambeau qui ne marche pas, vous n'allez pas être très contente quand même. Donc voilà, on essaye de répondre aux deux exigences, et c'est en ça d'ailleurs que je pense que la pratique de chirurgie esthétique qu'on fait à côté est très importante, parce qu'elle nous permet vraiment d'allier, on va dire, la reconstruction et tout
ces nécessités qui, elles, répondent absolument pas à l'esthétique, et puis aussi de toujours les tempérer par les considérations esthétiques qui nous permettent d'améliorer un petit peu les choses. Et notamment, ça nous arrive régulièrement de commencer par un tout petit peu de liposuction avant même de prélever le lambeau pour avoir un résultat d'emblée au niveau de l'abdominoplastie qui soit beaucoup plus vers une chirurgie esthétique que vers une chirurgie où on a juste pris le lambeau parce qu'on voulait reconstruire et point barre. L'idée, c'est vraiment d'essayer de lier les deux. Non, il y a plusieurs examens. Il y a un bilan de sang, une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas de problème de coagulation ou autre. On a une consultation d'anesthésie pour vérifier qu'il n'y a pas de risque particulier au niveau de l'anesthésie. On a un bilan éventuellement scénologique. Et nous, on essaie toujours de savoir où vous en êtes au niveau de votre bilan avec votre oncologue, etc. Pour avoir un bilan récent, pour justement vérifier que tout va bien et qu'on ne fait pas ce lambeau-là à quelqu'un qui a un souci qui serait à explorer ou qui demanderait d'autres examens. Et puis l'angioscanner qui, lui, en réalité, quand on a l'habitude, il ne nous sert pas à savoir si on peut faire le lambeau ou pas. Le lambeau, à part exception, on peut toujours le faire. Il nous sert surtout à aller beaucoup plus vite quand on va le faire, c'est-à-dire à savoir où se trouve le plus beau vaisseau. Si on n'a pas l'angioscanner, on va le chercher pendant 45 minutes avant de commencer. Si on a l'angioscanner, on va foncer dessus et on va directement prendre ce qu'il faut là où il faut. Donc voilà, ça c'est un peu tout le panel d'examens qu'on fait avant. Et bien sûr, pour les patients fumeurs, on fait quand même un petit test de tabac parce que deux sécurités valent mieux qu'une. Et on a pu voir les soucis que ça peut causer. Et même si les fumeurs ont toujours tendance à minimiser les problématiques liées au tabac et à dire mais non, c'est pas si grave que ça, etc. Ça, c'est la drogue qui fait parler surtout. En réalité, la réalité des choses, c'est que le tabac, même quand on fume une cigarette pendant plusieurs jours, met les micro-vaisseaux dans un état d'hypercontractilité qui fait qu'ils peuvent se spasmer à n'importe quel moment, que nous, on le voit en live quand on opère les gens. Et on avait eu cette super bonne surprise. On a eu un cas où la femme était de bonne foi, elle avait arrêté de fumer, sauf qu'elle nous avait pas dit qu'elle avait remplacé ça par des patchs de nicotine, ou je sais plus ce que c'était exactement, voilà. Et la nicotine a exactement le même effet. Et nous, on a vu pendant la chirurgie les vaisseaux qui avaient tendance à être très spastiques et à se spasmer. Fort heureusement, ça s'est bien terminé. On a réussi à lever le spasme avec certains médicaments, etc. Et ça s'est bien terminé, mais on a eu très très chaud. Et vraiment, voilà, le tabac, c'est très nocif pour la chirurgie. Pour la microchirurgie, ça l'est encore beaucoup plus. Et dans le tabac, le pire, c'est la nicotine. Donc vraiment, les cigarettes électroniques, les patchs, les chewing-gums, tout ce qu'on peut imaginer où il y a de la nicotine, il ne faut pas en prendre avant, 3 à 6 mois avant, pour une microchirurgie, et au moins 3 mois après. Donc c'est vraiment super important. Il se fait, on va dire, jusqu'à temps que la reconstruction soit terminée, et 6 mois, 1 an après le dernier temps de reconstruction. Donc ça dépend. Les patientes chez qui ça va vite, on va faire 2 temps de reconstruction à T0 et plus 3 mois. Et en fait, au bout d'1 an ou un tout petit peu plus d'1 an, on aura tout fini. Et voilà, si jamais la reconstruction se poursuit, on va les suivre plus longtemps. Donc ça dépend, on s'adapte vraiment par rapport aux patientes. Je pense aussi, et ça c'est vrai que ça dépend beaucoup des patientes. Nous c'est difficile pour nous en consultation de suivre ce genre de choses. Après, on les encourage souvent à pas faire toutes ces démarches seules, à venir avec leur conjoint, à venir avec leur famille, leur meilleur ami, leur sœur, enfin je sais pas quelle est la personne de confiance qui les accompagne dans ce type de démarche. Donc on leur conseille toujours de faire ce type de démarche. Maintenant après, on ne peut pas être derrière, et je pense que c'est aussi tout l'objet des associations, d'aider, peut-être d'accompagner celles qui n'ont pas d'entourage ou peu d'entourage. Il y a aussi dans ces maladies parfois des histoires compliquées, familiales, qui se surajoutent déjà aux problèmes de santé, etc. Donc c'est des moments difficiles et qui doivent être aidés par un entourage présent, et si ce n'est pas un entourage familial, ça peut être un entourage associatif. Alors
Après, alors ça dépend du type de reconstruction, mais on va dire en gros après un DIEP ou un PAP, j'aurais tendance à dire qu'une vie normale c'est à peu près 1 mois, et vraiment le sport, vraiment c'est plutôt 2 mois. Ouais, enfin, la reprise du sport, quoi. Voilà. La reprise du sport 2 mois, et après le sport autonome, peut-être 3-4 mois, 3-4 mois, voire plus pour celles qui auront eu un peu plus de mal à récupérer. Mais en tout cas, effectivement, la vie normale, on la reprend très vite, hein. Et dès la sortie de l'hôpital, les patientes sont autonomes, elles marchent, elles peuvent voilà, faire toutes les activités de la vie courante, maintenant avec parfois un petit peu plus de difficultés. Avec parfois un petit peu plus de difficultés, bien sûr, parce qu'on aura des petites douleurs, des petites gênes. La suture au début aponévrotique, elle va parfois tirer, parfois faire un petit peu mal. Mais en tout cas, il n'y a pas de restriction de la vie courante au départ. Et effectivement, le sport, voilà, une reprise à 2 mois. Et puis après, ça dépend beaucoup des gens, hein. Les gens qui vont récupérer très très vite, et d'autres, il va falloir 6 mois, hein. Ouais. Ne pas comprimer son lambeau, donc pas de soutien-gorge au début, le premier mois, vraiment, faut laisser tout tel quel, hein, voilà. Non, rien de rien, vraiment, faut pas comprimer. Au début, ça vit sur 2 vaisseaux, et 2 vaisseaux tout petits, hein, vous les avez vus tout à l'heure. Donc vraiment, au début, voilà, ils étaient très gros, ils étaient grossis x8, quelque chose comme ça. Donc les vaisseaux, ils font 2-3 mm maximum, hein. 3 mm, c'est des gros vaisseaux pour nous, hein. Donc pour le pape, par exemple, souvent, ils sont plus petits que ça. Donc c'est des tout petits vaisseaux, ce qui veut dire qu'au début, le premier mois, c'est rien de compressif. On peut mettre des vêtements relativement amples, ce qu'on veut, mais ne pas comprimer le sein, ça c'est très important. Puis après, pour le ventre, nous on dit souvent de s'écouter aussi, parce que les mouvements qui font mal, c'est les mouvements qui tirent sur la cicatrice. Et ça, vous le savez mieux que nous. Donc si ça vous fait mal quand vous vous levez, levez-vous plus sur le côté, levez-vous en vous aidant, levez-vous en vous faisant aider. Mais en tout cas, c'est difficile de déterminer quels sont les gestes qui vont poser problème ou pas. D'ailleurs, là aussi, je pense qu'il faut s'appuyer sur les témoignages de femmes qui ont réellement vécu ça, puisqu'ils vont pouvoir peut-être vous apporter d'autres éléments. Et il y a d'ailleurs un superbe livre en cours de préparation sur le sujet. Mais en tout cas, vraiment, voilà, toutes ces petites choses, ces petites astuces, etc. Effectivement, il faut les ressentir et écouter son corps tout simplement au début, quoi. Sans s'interdire tout et sans se dire qu'on est bon à rester au lit pendant 1 mois. Ça, il faut surtout pas le faire, sinon on aura une phlébite. Alors ça, faut attendre. Non. Alors au début, on va dire pendant la première semaine, c'est pas possible. En gros, l'idée c'est de caler un petit peu des oreillers sur les côtés. Puis il y a, on va dire, des redons, il y a des capteurs, etc. qui font que finalement c'est pas possible. Je crois que ça nous est jamais arrivé d'avoir une patiente, même pendant son sommeil, qui se soit retournée et qui dorme sur le ventre. Évidemment, ce serait une très 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 mauvaise chose. Mais ce que je veux dire, c'est que physiquement, c'est pas possible. Donc voilà. Après le retour à la maison, si c'est une inquiétude, il faut peut-être se caler des oreillers, se mettre dans une position où ça va pas être possible. Parce qu'effectivement, je dirais que vraiment, largement 1 mois après, on va avoir 2-3 mois avant d'être en appui complet sur la poitrine et sur le sein. Il faut vraiment laisser, je dirais bien quasiment 2-3 mois pour faire ce mouvement-là. Sur le côté, c'est moins grave. C'est pas idéal, mais ça apporte une pression quand même. Alors après, tout dépend de où sont positionnés les branchements. Parfois, on est amené à faire des branchements dans les selles ou des branchements complémentaires dans les selles, et où là, il faut surtout absolument pas comprimer le côté. D'autres cas où les vaisseaux sont positionnés un peu différemment. Donc après, les positions interdites vont varier légèrement en fonction des cas de figure. Dans tous les cas, 1 mois, c'est ce qu'il faut quand même considérer. Je veux dire, même les patientes à qui on fait une augmentation mammaire avec des prothèses, on leur conseille le premier mois de ne pas se mettre sur le côté ou a fortiori sur le ventre. Donc voilà, pour ce type d'intervention, le premier mois, il faut, malheureusement, je sais que ça fait mal au dos, que c'est souvent les patientes ont l'habitude de dormir sur le côté ou parfois certaines sur le ventre, mais le premier mois, il faut savoir être sage et même si c'est désagréable. Comment ? Non, alors je vais vous dire, il y a quand même aussi un élément qui fait que le sommeil ne change pas grand-chose, c'est qu'au départ, on va vous conseiller de dormir un petit peu demi-assis, hein. Il faut rester toujours, pour ne pas tirer sur la cicatrice,
faut rester toujours un petit peu plié quand on va marcher ou bien quand on va dormir. Et donc, on va caler des coussins, par exemple, sous les genoux. On va remonter un petit peu le dos avec des coussins ou autres. Donc, à partir du moment où on sera positionné et calé pour avoir le ventre un petit peu plié, il est bien évident qu'on ne va pas se mettre sur le ventre avec tout cet attirail, encore plus à l'hôpital où c'est vraiment le lit qui est positionné comme ça. Et puis sur le côté, c'est pas non plus évident. Donc en fait, vous allez vous caler pour justement soulager au maximum la cicatrice du ventre et faire en sorte, voilà. On parle beaucoup du DIEP, on ne parle pas du PAP. Le PAP, les mouvements interdits, ça va être tous les mouvements de flexion excessive de la hanche. Et donc, par exemple, il faut éviter de s'accroupir, d'aller ramasser quelque chose tout en bas, etc. Donc, voilà, il faut s'imaginer qu'on... C'est de la logique à chaque fois, hein. On ne doit pas tirer sur la cicatrice le premier mois. Donc, il faut faire attention. Elle est fragile, elle est en train de cicatriser. Si on fait n'importe quoi, on peut avoir des petits soucis et des retards de cicatrisation. Donc, si c'est le ventre, il faut plutôt être en avant. Si c'est la cuisse, il faut éviter de faire la position du lotus pour s'étirer le matin en se réveillant. Mais de toute façon, vous n'aurez pas envie de le faire de toutes les façons parce que ça risque de faire mal. Mais en tout cas, il faut s'adapter, on va dire, et bien imaginer qu'on ne doit pas tirer sur sa cicatrice. Donc, on s'adapte à la position de la cicatrice. Je dirais pour être bien assise et bien alerte, je dirais minimum un mois. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Oui, je pense que... voilà. Faut clairement... En cas d'imprévu, il faut quand même avoir de la mobilité, pouvoir avoir les bons réflexes et pour être bien, vraiment bien. Il y a des patientes chez qui un mois ça va aller, vous récupérez vite, et d'autres chez qui finalement ça va être un peu plus. C'est pour ça aussi que ça se réfléchit, que ça s'organise à l'avance. Et surtout dans un cas comme le vôtre, vous ne décidez pas de faire ça, tiens je vais le faire dans 15 jours parce qu'il y a une place au bloc. Pas du tout. Il y avait une question aussi. Oui. J'aurais tendance à dire des vêtements qui sont faciles à enlever et à remettre et qui évitent de se... Voilà. Donc rien de moulant, que des vêtements très amples et si possible qui s'ouvrent devant de manière à ce qu'on puisse... Parce qu'en fait, on regarde tout le temps. C'est-à-dire que toutes les heures, il y a une infirmière ou nous qui passons pour faire un Doppler. Donc c'est-à-dire toutes les heures, il faut avoir accès au lambeau, au sein. Donc du coup, il faut quelque chose de vraiment très facile à ouvrir et remettre facilement parce que sinon ça devient compliqué. C'est pas évident pour la première nuit d'ailleurs. Alors, les redons, en fait, il y en a à plusieurs endroits. Il y en a au niveau du ventre et il y en a au niveau du sein. Généralement, on en met 2 au niveau du ventre, 2 au niveau du sein. Parfois, un seul. Bah oui, tant qu'on y est, on draine bien. Je peux rajouter d'autres petits tuyaux aussi parce que souvent, il y a un petit cathéter pour diffuser du produit antidouleur, en fait, sur les sites opératoires. Bref, il y a la perfusion, il y a beaucoup. Il y a une belle petite collection de tuyaux. Ouais. De perfusion. Donc c'est la sonde de saturométrie dont le docteur Hensinger parlait. C'est-à-dire en fait un capteur qui va être planté dans les tissus, dans le lambeau, pour surveiller son oxygénation. Donc ça va nous permettre de vérifier que la vascularisation se fait bien. Et donc du coup, ça fait un tuyau de plus. Ouais. Ah non, c'est fini. Après, c'est définitif. Il reste. Non, bien sûr, on l'enlève. En fait, il y a une séquence. En fait, en gros, l'idée de l'hospitalisation, c'est d'enlever tous ces tuyaux le plus rapidement possible pour que vers J5, J6, J7, la patiente n'ait plus rien qui la raccroche à nous et qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc dès le premier jour, en général, on enlève la sonde urinaire parce que les patientes commencent à pouvoir bouger et aller aux toilettes. On enlève en général la perfusion après vérification du bilan du premier jour. Et puis les redons, c'est variable. En général, on commence à les retirer au bout du 2e, 3e jour. On attend que les patientes se mettent bien debout pour que les sérosités puissent bien s'évacuer. Et puis tous les jours, on va en retirer un. Globalement, sur tous ces tuyaux, J5, J6, J7, tout est parti. Et vous pouvez rentrer à la maison. Voilà. Les pansements, c'est un petit peu plus long, on va dire une dizaine de jours, globalement, sauf s'il y a une petite zone, un retard de cicatrisation, où là, ça peut se poursuivre un petit peu plus. Mais on va dire qu'on est entre 10 et 15 jours de cicatrisation, les délais étant les mêmes au niveau du ventre, de la cuisse et au niveau du sein. Globalement, la cicatrisation va à la même vitesse à peu près partout. Voilà.
on a beaucoup moins d'inquiétude avec le ventre. C'est-à-dire qu'en gros, la seule chose qu'on va vérifier au niveau du ventre, c'est qu'il n'y ait pas un saignement qui se fasse en post-opératoire. D'une part, il y a les redons où les infirmières viennent venir régulièrement pour voir la quantité de sang qui s'évacue. Donc si c'est un peu trop, on va venir regarder plus précisément au niveau du ventre. Et puis le ventre, on peut palper. C'est-à-dire que sans forcément aller retirer la gaine, on va pouvoir palper, même à travers la gaine, voir s'il y a une zone qui est un peu plus gonflée, etc. Et puis si on a besoin d'accéder au pansement, ce qui est fait tous les jours, on ouvre la gaine et on va regarder directement la cicatrice. Mais en gros, à part ce risque d'hématome au début, il n'y a pas vraiment de problème possible avec le ventre. Donc les pansements sont faits tous les jours, on regarde la cicatrice. Alors que dans la surveillance au niveau du sein, du lambeau, c'est là où le docteur Ansinger a expliqué les problèmes qui peuvent arriver dans les premières heures, dans les premiers jours après l'intervention, c'est les caillots et qui vont compromettre la bonne vitalité de la reconstruction et qui nécessite une réintervention urgente. Donc on va focaliser quand même beaucoup la surveillance sur le sein. Donc la sonde, le Doppler toutes les heures les premiers jours et puis progressivement on espace la surveillance et puis voilà, quand tout roule, on espace progressivement. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, comme disait le docteur Ansinger, en gros, passer la première semaine à partir du retour à la maison, on peut considérer que globalement, c'est bon. Il y a des cas extrêmement rares de problèmes qui arrivent après cette date-là. Donc effectivement, il faut regarder, vérifier la couleur. En gros, le sein doit avoir la même couleur que la peau autour, c'est-à-dire un peu rosé. Si ça devient tout blanc ou si ça devient tout bleu, effectivement, il y a un problème et il faut nous rappeler rapidement et nous revoir. Mais c'est quelque chose qui est vraiment archi exceptionnel. Ça doit vraiment pas être un stress, hein. Vraiment, quand vous rentrez à la maison, quand vous regardez, bien sûr, vous allez observer, mais il n'y a plus de surveillance, hein. On ne va pas vous dire regardez 3 fois par jour, parce que c'est tellement rare que ça n'a aucun intérêt et aucun impact. Parce que de toute façon, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Donc voilà, on considère quand vous êtes retourné à la maison, c'est fini. La reconstruction s'est bien passée. Et maintenant, on envisage la cicatrisation, les soins par des infirmières. Et vous revenez nous revoir pour nous montrer les cicatrices et pour qu'on envisage la suite de la reconstruction. Non, alors ça justement, c'est souvent quelque chose qui est les femmes parfois, elles ont l'impression, encore une fois, dans ce contexte d'urgence, dans ce contexte de prise en charge et tout ça, que si elles font pas leur reconstruction maintenant, elles n'auront plus le droit de la faire plus tard, ou qu'il y a un moment pour la faire et qu'après c'est trop tard. Pas du tout. Il y a des femmes parfois qui ne sont pas dans des conditions, quelle que soit la raison, pour se faire reconstruire, et qui 5 ans plus tard se disent, ou même 10 ans plus tard, se disent voilà, j'en ai marre, j'ai envie de m'en occuper maintenant, alors qu'avant je pouvais pas pour telle et telle raison. Voilà, donc ça peut se faire absolument n'importe quand. À partir du moment où on a eu une amputation d'une partie du corps, alors c'est pas le bras, donc ça entraîne moins de séquelles, mais en tout cas c'est tout autant une amputation d'une partie du corps, et donc on est en droit de vouloir une reconstruction de cette partie du corps, quel que soit le délai et quel que soit le moment où on le souhaite. Il n'y a pas d'obligation de le faire tout de suite, bien évidemment. Oui. Justement, alors c'est ce qu'on a pu mettre en place aussi, toujours dans l'idée du confort et on va dire que cette chirurgie se passe le mieux possible pour le patient. C'est que auparavant, c'était une chirurgie qui était au début douloureuse, où il y avait souvent des morphiniques, etc. Aujourd'hui, on fait exactement de la même façon que vous aviez eu votre bloc qui vous avait permis, avec un antalgique local mais à longue durée d'action, de ne pas avoir mal les 12 premières heures, et donc après, la douleur étant plus faible, de ne pas prendre d'antalgique, voilà. Et de la même façon, nous, on va mettre dans la gaine musculaire, donc on n'a plus l'image, mais dans la gaine, avant de la refermer, on va mettre un petit tuyau qui est un cathéter, qui va diffuser avec une pompe qui est à l'extérieur, qui va diffuser ce produit. Donc là, c'est même pas juste un bloc qu'on fait une fois. Là, c'est une diffusion qu'on va décider quand est-ce qu'on l'arrête. Donc il y a un biberon avec cette solution-là. Donc, et cette solution va se diffuser dans le muscle, donc là où vous devriez avoir mal pendant les premiers jours. Donc souvent, ça va s'arrêter au bout de quelques jours, 2, 3, 4 jours. Voilà.
Et à ce moment-là, c'est un moment où c'est moins douloureux et où les antalgiques classiques peuvent prendre le relais, du Doliprane, parfois un peu plus fort, mais en tout cas beaucoup plus rarement des morphiniques. Après, la douleur, il faut savoir aussi que ça dépend beaucoup de la sensibilité à la douleur, que chaque personne est très très inégale devant la douleur, et que cette inégalité, elle fait que pour la même opération, certaines patientes qu'on a pu opérer qui avaient zéro douleur, qui n'ont pratiquement pas pris un antalgique, et d'autres pour qui on a dû mettre en place de la morphine les premiers jours parce que le vécu de la douleur et même l'intensité de la douleur est très différente d'une personne à l'autre. Et donc nous, on essaie de s'adapter à tout le monde, mais surtout de la diffuser localement. Oui. Alors, à partir de combien de temps on peut travailler? Alors, de toutes les façons, je pense que le délai n'est pas très loin d'être le même, que ce soit un DIEP, un PAP et même une reconstruction par prothèse. Les délais sont assez classiques. Ça va être un délai de 4 à 6 semaines, globalement. Ça, c'est l'arrêt de travail qu'on fait initialement, d'accord? Minimum, voilà, c'est ça. Après, ça veut dire que certaines qui vont avoir bien récupéré rapidement, etc., vont reprendre le travail à ce moment-là. Et qui ont un travail qui n'est pas trop pénible et pas trop physique, bien évidemment, parce que ça dépend beaucoup de ça aussi. Si on porte des enfants, qu'on porte des charges lourdes, c'est très différent. Maintenant, si jamais il y a, on va dire, une impossibilité à reprendre le travail, bien évidemment, on fait des prolongations. Et voilà, je dirais ça va de 4-6 semaines dans le cas général à 2-3 mois dans vraiment les cas où la récupération est difficile, etc. Mais celles qui vont se dire je ne reprends pas le travail, parce que j'ai déjà eu ce genre de questionnement en consultation, je ne reprends pas le travail parce que de toute façon je vais me faire reconstruire, donc je vais me réarrêter, etc. Moi je pense qu'il vaut mieux reprendre et puis programmer les choses tranquillement, prévenir son employeur et puis s'arrêter à ce moment-là, plutôt que de se dire j'attends, je ne reprends pas le travail, je vais tout faire, etc. Ça n'a pas de logique et puis on risque de faire les choses dans la précipitation et ça ne va pas bien se passer. Oui. Alors oui, c'était effectivement une bonne question et c'est une question qui revient de plus en plus. C'est-à-dire que oui, on peut tout à fait switcher de type de reconstruction. C'est-à-dire une patiente qui avait démarré une reconstruction par prothèse qui ne va pas finalement bien se passer ou en tout cas qui ne va pas apporter les résultats escomptés. Ça peut être pour des problèmes de complications parce que la prothèse s'est infectée, parce qu'il y a eu une coque. Ça peut être pour des raisons fonctionnelles. C'est-à-dire parfois il y a des patients qui viennent qui ont un joli résultat avec une prothèse mais qui sont gênés, qui ont l'impression d'avoir un sein froid, qui sont gênés dans certains mouvements, etc., qui ressentent la prothèse comme étant un corps étranger, qui ne s'y font pas, et qui du coup, même en ayant un résultat qui est vraiment correct, vont souhaiter autre chose comme type de reconstruction. Et on a de plus en plus ce type de cas, on appelle ça la reconstruction tertiaire. C'est-à-dire vraiment, c'est une reconstruction après la reconstruction. Et en gros, on peut tout à fait, quand il y a une bonne indication, alors c'est valable pour le DIEP, c'est valable pour le PAP aussi, on va finalement enlever la prothèse. Généralement, on enlève aussi la capsule, les tissus autour de la prothèse qui peuvent être responsables des divers problèmes et remplacer la prothèse par les tissus du DIEP ou du PAP. Quand l'enveloppe de peau autour de la prothèse était bien, une belle peau saine, à ce moment-là, on va ce qu'on appelle désépidermiser le lambeau, c'est-à-dire qu'on va enlever la peau du lambeau pour garder que le noyau de graisse et remplacer le volume avec le lambeau qui est dans l'enveloppe de peau. Quand la peau est très abîmée, par exemple quand il y a eu une infection, quand il y a eu des complications après la reconstruction par prothèse et que du coup la peau n'est plus assez élastique, n'est plus bonne, on va se servir de la peau du lambeau pour venir remplacer la peau qui est défectueuse. Donc oui, bien sûr, il est tout à fait possible de faire une reconstruction par DIEP ou par PAP après une prothèse et c'est des cas qui se présentent maintenant de plus en plus régulièrement. Si les questions sont terminées, on va vous inviter à boire un petit quelque chose et manger un petit morceau parce que la soirée a été longue. On peut continuer à discuter bien évidemment et surtout on remercie toutes les personnes qui ont participé par leurs commentaires, par leurs questions et qui ont pu visionner cette réunion d'information. J'espère très sincèrement qu'elle aura été utile, qu'on a essayer de répondre justement aux questions qui ne sont pas assez abordées habituellement et on reste toujours à votre disposition pour répondre
à tout le reste. Et l'association RS Dieppe qui a très gentiment et très bien organisé cet événement est toujours disponible. Et enfin moi, ça fait maintenant longtemps que je les suis, qu'on travaille ensemble sur certains projets, etc. Et vraiment, ils font un travail remarquable d'information, qui n'est pas une information médicale, qui est vraiment une information à côté, qui est issue des patientes qui ont vraiment vécu cette intervention et qui peuvent répondre, elles aussi, à beaucoup de questions auxquelles nous, on peut peut-être même pas répondre parfois. Voilà, et les questions pour le pape, vous pouvez aller sur le site, revisionner la vidéo. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire et qu'il commence à être un petit peu tard et voilà, et certaines personnes commencent à partir. Donc n'hésitez pas à aller retrouver ces informations sur le site RS Dieppe ou bien avec votre chirurgien en consultation. Bonne soirée à tout le monde.